Le rempart de la ville offre une protection en cas de guerre, en cas de peste et contre les inondations. Protection toute relative au demeurant. Il participe ainsi à la création d'une atmosphère particulière intramuros. Le rempart qui enserre la ville, c'est un peu une peau qui dissocie un intérieur de ce qui lui est extérieur. Comme la peau, le rempart est une zone d'interface qui autorise les échanges indispensables à la vie du milieu intérieur, ici des hommes et des marchandises. Les vins étrangers sont interdits à l'intérieur de la ville, les pauvres aussi en période pandémique, les soldats du roi aussi parfois, les étrangers par moments. En 1696, le Conseil évoque un enfant au lait abandonné au pied des murailles. Par ce geste, la mère abandonnique sollicitait la ville de se charger du petit. En 1698, 5 petits-enfants sont à la charge de la ville qui leur paie le gîte et le couvert à l'hôpital ou au sein de familles d'accueil. Au XVIIIe siècle, les religieuses du Verbe incarné en recueillent certains, suivant en cela ce que leur impose la Providence. Ces mères glissent parfois un petit mot pour donner le nom de l'enfant quand il a été baptisé, ou pour dire qu'elles savent qu'il aura plus de chances de survivre s'il est accueilli par une famille capable de le nourrir. Dans L'amour en plus, Elisabeth Badinter montre que l'instinct maternel n'existe déjà plus à cette époque, les femmes plaçant en nombre leurs enfants, s'ils les nourrissent ou ils meurent en masse, les plus pauvres les abandonnant à la charge du public. Compte tenu de la mortalité infantile très élevée, 1 sur 2 mourait avant l'âge de 5 ans, les historiens ont considéré que l'attachement parental était moins fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais des recherches poussées dans les archives judiciaires ont bien montré que ces généralités devaient être relativisées, des parents, et notamment des mères, manifestant déjà une détresse très contemporaine et donc souvent indépassable après la mort d'un enfant. À l'époque moderne que les archives de la vie nous ont permis de mieux connaître, l'innocence est déjà l'attribut premier de l'enfance. On voit les consuls en 1716 faire intervenir des petits-enfants lors des élections pour saisir les bulletins dans l'urne qu'ils appelaient alors la bouette. Le jeudi saint, il est coutume à Roquemaure de promener les enfants sur une ânesse pour les amuser. On organise des jeux pour eux lors des fêtes votives, comme le jeu de massacre. Les lices sont ces ruelles qui bordent les remparts à l'intérieur de la ville où la fréquentation est très faible, excepté à l'abord de certaines portes. Les enfants trouvent là un terrain de jeu idéal où ils se déplacent en nuée, courant tous ensemble pour asticoter les adultes et notamment le juge qui se rend à la prison. Des affaires judiciaires illustrent d'une certaine manière ce lien affectif. Les témoignages donnent de formidables aperçus sur la vie des temps passés. Le 14 février 1733, l'une d'entre elles décrit. Au jour d'hier, sur les 4 heures de l'après-midi, étant devant ma maison, sous les halles de la place où le sieur Boyer pesait quelques légumes, et voyant qu'il quittait pour écourir du côté de l'arc du sieur Michel, me tournant du dit côté, je vis la femme de Joseph Rollin qui tenait un enfant emmailloté et de l'autre main séparait 2 petits-enfants desquels l'un était habillé couleur de cannelle. Si on ne laisse pas les enfants se battre entre eux, on supporte encore moins que des étrangers à la famille les corrigent. Le 19 octobre 1734, un officier de justice reçoit de nombreuses femmes venues témoigner, à la demande d'une autre, qui a vu son enfant se faire rosser de 6 soufflets le long des remparts, près d'une porte de la ville. Demoiselle Marguerite Charmette, âgée de 40 ans ou environ, femme de Félix Mirande, maître chirurgien, témoigne. Dimanche dernier, sur les 4 ou 5 heures du soir, étant sur la porte de ma maison, j'entendis que Jeanne Guimbert, femme de Joseph Patrice, étant sur la porte du portalet,
avec Pierre Chambon, lui disait qu'il avait grand tort d'avoir battu son fils, qu'il savait bien que sur la plainte qui lui avait été faite, que son fils lui avait donné un coup de pierre et que pour s'excuser, la mère de l'enfant lui avait envoyé le chirurgien et de l'eau-de-vie, qu'elle l'avait bien châtié aussi pour avoir jeté cette pierre. Mais moi et quelques autres femmes lui avons bien dit qu'il ne lui appartenait pas de le battre. Pierre Chambon nous répondit que je ne lui ai donné que ce soufflet. On notera deux choses ici. D'abord, le refus de la violence envers les enfants quand elle est exercée par d'autres que les parents. Et puis l'habitude bien ancrée de corriger physiquement les enfants en les châtiant. Rappelons ici à tout hasard l'article 371-1 du Code civil stipulant que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique, ce qui n'exclut pas la coercition le cas échéant. Cette loi marque une étape importante dans l'approche de l'éducation et de la protection de l'enfance en France en mettant l'accent sur le respect et la dignité des enfants. Elle souligne un changement de paradigme vers des méthodes d'éducation basées sur le dialogue, la compréhension et le respect mutuel.